Tout à fait, la série c'est High Maintenance sur HBO Max. On va comptabiliser aujourd'hui 34 épisodes. Ça a l'air d'être plutôt conclusif. Donc, on est sur un format, je vais terminer sur une trentaine de minutes par épisode. Le pitch, c'est quoi? La série ouvre sur un homme en vélo dans les rues de New York. On reconnaît assez vite l'endroit. Le look est plutôt hipster, barbe longue, t-shirt à large encolure, lunettes de soleil doucement rétro. L'image est assez évocatrice. Eh bien oui, bien avant que les livreurs Uber pullulent un peu partout, il y avait l'image du coursier new-yorkais. Vous savez, avec ce vélo assez étroit, le guidon étroit, le vélo torpedo, le sac à dos, la chaîne en bandoulière. Il semblerait que ce soit mais une différence près, c'est que celui-ci est assez calme, posé. Il n'a pas l'air d'être payé à la course. Non, que du contraire. Pourtant, il reçoit des SMS régulièrement dans sa poche. Il regarde. Les messages sont brefs. C'est de l'ordre de t'es dispo, tu sais passer. Et donc, notre homme se balade entre Manhattan et Brooklyn. Il va d'immeuble en immeuble. Attention, pas d'immeuble d'affaires où il déposerait comme ça au desk à un agent de sécurité contre signature un colis quelconque. Non, des immeubles d'habitation. Et là, il sonne. On l'accueille un peu comme un vieil ami. Il rentre, salue tout le monde. Il n'a pas de nom. Ça, c'est aussi une particularité de la série. C'est presque une intrigue. Il faudra tirer jusqu'au dernier épisode pour savoir la chose. C'est le mec, c'est le gars, le dude, on dit en américain. Et donc, en fait, il ouvre son sac à dos, dedans une petite mallette à code. Il ouvre cette mallette et là-dedans, le précieux. Une série de sachets contenant de la marijuana, comme dirait nos grands-parents, du spliff, du pétard, de l'herbe, de la bœuf, quoi. Donc le cadre est posé. Notre homme est un dealer de joint. Et donc au fil des 4 saisons, on va croiser, grâce à son intermédiaire, toute une série d'individus, de New-Yorkais anonymes, qui vont nous balader donc sur ce spectre de toutes ces populations, de ce melting pot incroyable. Et la particularité, c'est qu'on est entre l'anthologie, la série d'anthologie, et la chronique new-yorkaise. Anthologie parce que on va pas forcément suivre tout le temps ce livreur. On va pas forcément tout le temps s'intéresser à sa vie. Il y aura bien sûr un temps assez long où on va apprendre à le connaître, à apprendre un peu de sa philosophie. Mais surtout, on va suivre ses clients, en fait, ses consommateurs, ou pas d'ailleurs. Ça peut être parfois aussi le proche d'un consommateur, d'un client. Et donc, on va comme ça découvrir tous des bouts de vie, parfois faits de drame, mais le plus souvent juste du quotidien. On a des scènes assez fortes qui peuvent alterner avec des scènes badines. Et il y en a même parfois, et ça c'est pour parler de la forme, des perspectives assez audacieuses. Je pense notamment à un épisode où on va suivre comme ça la pérégrination d'un briquet. Tout au long de l'épisode, ce briquet passe de main en main jusqu'à finir dans un tiroir et être témoin de la vie d'un couple jusqu'à sa séparation. Ou encore un autre épisode dans la saison 1 où on va suivre la perspective d'un chien. Un chien qui vit mal son déménagement avec son maître à New York et qui s'embête dans son appartement. Donc pour vous dire qu'il y a un aspect sans tomber dans de la contemplation un peu prétentieuse, il y a des moments aussi un peu suspendus dans cette série qui est très intéressante à ce titre. Donc on va parler, vous l'avez dit, de l'urbanité et de ce concept d'aliénation urbaine. Vous savez, il y avait un philosophe français, M. Sardou, pour ne pas le citer, qui disait « Dans les villes de grande solitude, moi le passant bien protégé par 2000 ans de servitude et quelques clous sur la chaussée ». Et voilà, il exprimait ce concept d'aliénation urbaine déjà à l'époque, un sentiment de perte de lien social et de perte de sens. En fait, le sentiment de ne pas avoir le contrôle de sa vie ou suffisamment le contrôle de sa vie. C'est particulièrement vrai dans les grandes villes qui anonymisent le voisin et qui donc nous contraint finalement à une forme d'isolement. C'est ce qu'on va ressentir très fort dans toutes ces interactions, c'est le besoin d'échanger, le besoin de sortir d'une forme d'isolement. En plus, ajouter à ça que dans l'aliénation urbaine, on va aussi ajouter le concept de la surstimulation sensorielle, du stress permanent, finalement cette absence de contrôle qui est recherchée par tout un chacun, parce que qui dit contrôle dit sécurité, et on a tous besoin de se sentir en sécurité. Et finalement, cette absence de contrôle génère ce mal-être, qui peut être plus ou moins marqué chez les individus. Et justement, à travers 34 épisodes, on va croiser des dizaines et des dizaines de personnages. Et donc, chacun est plus ou moins impacté. Chacun est plus ou moins dans une phase de sa vie aussi. On le comprend bien. Parfois, on va suivre quelqu'un, c'est juste l'espace d'une petite heure. C'est pas en temps réel, mais ça va juste être un tout petit épisode une course à faire, un échange avec un de ses proches, mais qui va tout de suite nous parler parce que ça renvoie évidemment à nos propres réalités, concrètement. C'est en ça aussi que c'est une forme de chronique. Et puis alors, évidemment, comme c'est New York, on est dans le melting pot total, c'est-à-dire qu'on va croiser des gens de tous les horizons, de toutes les religions, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les traditions. Ça va aller du bobo, pseudo-performateur, artiste, soi-disant dépositaire de l'avant-garde. Il y en a quelques-uns, très new-yorkais, mais le plus souvent, on va croiser des anonymes, des gens qui ont aussi ce sentiment un peu d'écrasement, en plus du reste, d'écrasement parce que ce sont des petites gens qui doivent cumuler parfois souvent plusieurs boulots. Vivre à New York, c'est
fatigant, je le disais, surstimulation, mais c'est cher aussi. Et donc on voit aussi cette classe moyenne, voire pauvre, qui lutte. Et il y a de nouveau aussi ce concept de lutte des classes toujours bien présent, plus que jamais même, on pourrait le dire, dans l'Amérique d'aujourd'hui. Ça remonte à 8 ans les premiers épisodes, mais finalement aujourd'hui on peut toujours appliquer les messages qui ressortent. Même plus éclaté encore. Encore plus, ça empire. Le schisme ne fait que s'accroître entre les plus nantis et les moins privilégiés. Et puis voilà, et à côté de ça, donc il y a toutes ces petites histoires qui, mis bout à bout, finalement forment un récit assez sensible et nuancé sur nos sociétés. Il y a la longue histoire, le temps un peu plus long, où là c'est ce mec, ce gars, le type, le coursier. Donc de nouveau, j'insiste, on ne connaît pas son nom, il y a un côté dépersonnalisé, c'est une métaphore, quelque part. Lui, il est même la métaphore de la rencontre, et la rencontre, c'est ce que les gens recherchent finalement. Il est souvent interpellé, il n'est pas du genre à livrer son paxon et puis à partir comme ça dans la minute. Non, lui, s'il a du temps, il s'installe, il se pose, il goûte la marchandise avec le client et du coup il rebondit sur la conversation qui était en cours ou il est questionné. En fait, il est très curieux et c'est un peu ça aussi la solution qui nous est donnée dans ce monde un peu dingue, dans ce monde de non-sens et de solitude. C'est l'empathie et la bienveillance. D'abord la bienveillance envers soi, ça on le comprend aussi quand on apprend à le connaître. Et il faudra attendre, je le répète, la dernière saison pour vraiment creuser un peu plus profond dans sa personnalité et aussi ses origines en fait. D'où il vient, pourquoi il a choisi cette vie. Il a il a entre 30 et 40 ans, on ne sait pas très bien. Et donc la bienveillance envers soi, envers les autres. Et lui-même, il est un peu cette image de bienveillance. Il est à l'écoute et en fait, il est curieux. Il est sans jugement aussi, parce que lui-même ne s'estime pas suffisamment bien placé pour donner des leçons aux autres. Et donc, il accueille la parole. Alors parfois, il doit couper court, parce que parfois, il y a des propos qui ne sont pas forcément tolérables ou qui lui plaisent. Mais le plus souvent, il va plutôt relancer, s'intéresser. Ça va lui ouvrir des champs de réflexion. Et du coup, en rentrant chez lui ou sur son vélo, puisqu'il passe énormément de temps sur la selle de son vélo, il réfléchit à ce qu'il vient d'entendre, à la discussion qu'il vient d'avoir, et il ajoute ça à sa bibliothèque intérieure, et il se construit comme ça, petit à petit, cette vision du monde qui est dynamique. C'est aussi ça la leçon, c'est qu'on peut changer de perspective, on doit changer de perspective pour faire évoluer finalement cette vision du monde, un monde qui est sans cesse changeant. À côté de ça, il y a des trucs tout simples aussi, nous encourage à la slow life, petit clin d'œil à Melting Green, prendre le temps de faire les choses qui nous satisfont profondément et ne pas faire les choses parce que on attendrait de nous qu'on les fasse. Il y a un autre point, se réapproprier l'espace urbain. Vous savez, dans l'aliénation urbaine, il y a cette idée aussi que l'espace bétonné partout est déshumanisant. On est en manque de repères, même parfois visuellement, en manque de nature aussi. Lui, par exemple, la dernière saison, il va la passer en partie dans un potager partagé. Alors, il est hyper fier de faire pousser ses légumes. C'est une façon de se réapproprier la ville aussi et d'en faire quelque chose de productif, de ne pas subir finalement la ville, mais de pouvoir la dominer en quelque sorte et en faire sortir quelque chose pour son propre profit. Voilà, il y a d'autres choses aussi. Le fait qu'il est tout le temps sur son vélo, il visite en fait cette ville et il associe, je vous dis, il y a quelques moments suspendus comme ça dans la série. Il va associer des lieux, le pont de Brooklyn, certains lieux un peu mythiques, mais bien parfois des lieux tout à fait anodins. Il va les associer à des souvenirs et donc c'est aussi une manière de se réapproprier ces espaces. Dernier point que je voulais souligner quand même. Attention, ce n'est pas une série qui fait l'apologie de la fumette, de la beuh en général, du joint comme une solution miracle, comme c'était la panacée. Évidemment, on fume tout le temps dans la série, on le voit bien, mais c'est loin d'être, comment je dirais... ça devient anecdotique par rapport à l'histoire. Mais oui, finalement, ça pourrait être un autre média, ça pourrait être un autre intermédiaire. L'idée, c'est d'avoir ce lien entre chacun des individus via ce dealer. Ce joint, il est aussi un break, c'est une parenthèse pour tous ces personnages qu'ils croisent. Ils ont tous, entre guillemets, à un moment donné, ce besoin de faire une pause dans cette vie trépidante, mais ils n'ont pas d'épiphanie à la suite de leur joint. Ils vont pas tout d'un coup changer de tout au tout. Ils vont retrouver le rythme effréné, ils vont retrouver les difficultés qu'ils éprouvaient. C'est simplement le temps d'une parenthèse pour tenter de se connecter à autre chose, si possible à soi, à son entourage. High Maintenance, donc c'est sur HBO Max, 4 saisons, 10 épisodes.